Pour cette masterclass, deux intervenants, Roméo Ayaline, qui travaille avec la Cyber Security Advisors Network, et Gilles Chevillon, qui est CEO de Mate Consulting. On peut les accueillir. Très bonne masterclass à tous. Merci. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Ravi de lancer cette journée. Alors, ravi d'avoir autant de monde à 9h30 sur un sujet réglementaire. On est très content. On est très content. Alors, juste avant de commencer en termes d'introduction, alors, donc, je suis Gilles Chevillon. En termes de background, moi j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur bancaire. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Asie. Et avant de rentrer en France il y a quelques années et de m'orienter vers des sujets réglementaires en lien avec la cybersécurité depuis globalement 2-3 ans. D'où le sujet d'Aura qui faisait le point d'intersection assez parfait entre le secteur financier et les problématiques cyber et la résilience opérationnelle au sens large ces dernières années. Hello, I'm Romeo. I'm originally from San Francisco. I now live in Europe. And I have a background that is more diverse. I've been trust and safety, cybersecurity, management consulting. I've done transformation and dealing a lot with emerging technology adoption. And aside from all the technical stuff, I'm also a trained design thinker. So I can wear the suit and also jeans with holes in it. So the combination of this diversity along with my partner Gilles, I think really gives us a good sense of what it means to be operationally resilient, especially in times when cyber attacks is definitely going to come. Okay. Voilà, on va switcher entre du français, de l'anglais, par la particularité du sujet et de nos backgrounds respectifs, nationalités respectives évidemment. Alors, afin d'introduire le sujet, on va répondre tout simplement à une question, c'est pourquoi la résilience opérationnelle est un sujet qui monte en puissance et pourquoi spécifiquement pour le secteur financier. Donc, alors, on va pas reprendre les éléments un par un ici parce qu'ils s'appliquent globalement à toutes les entreprises et à tous les secteurs d'activité, mais il n'en reste pas moins que s'il y a un secteur qui reste le pilier central de l'économie mondiale, c'est le secteur financier. Car, comme on sait tous, il relie les entreprises, les institutions et bien sûr les individus à travers des systèmes complexes et de plus en plus interconnectés. On sait aussi que cette interconnexion croissante des systèmes et des entreprises fait que le secteur est soumis à une multitude de risques, qui soient d'origine technologique, opérationnelle, réglementaire ou géopolitique, et à travers ce qu'on a vécu collectivement ces dernières années durant la pandémie et puis les conflits géopolitiques qu'on vit aujourd'hui. Donc le sujet c'est assez naturellement imposé et soumet le secteur à de plus en plus de risques. Alors, plusieurs facteurs contribuent à l'importance croissante de ce sujet, de la résilience opérationnelle. Donc, je l'ai dit, l'évolution rapide des technologies, le secteur, quels que soient les secteurs, mais encore plus dans le secteur financier. On sait que l'émergence de l'intelligence artificielle, le cloud computing, la blockchain, toutes ces technologies apportent énormément au secteur, avec de manière opérationnelle et en termes d'efficacité, mais soumet de facto le secteur aussi à des risques de plus en plus importants, on le sait tous, en termes de cybercriminalité ou de pan system tout simplement. L'autre facteur qui pousse le sujet de la résilience opérationnelle, c'est l'accent accru qui est mis sur la protection des données et la confidentialité. À travers toutes les problématiques d'attaque, on le voit tous les jours dans les différentes actualités, que c'est un sujet de plus en plus important. Et la capacité à prévenir, détecter, à répondre rapidement à toutes ces menaces est essentielle pour maintenir la confiance des clients, qu'ils soient corporate ou particuliers, et la réputation des institutions.
Et enfin, le troisième sujet qui va nous amener progressivement vers les points réglementaires qu'on va voir, c'est l'augmentation de la complexité des réglementations. Il faut savoir que les réglementations répondent à une problématique. Le monde est de plus en plus complexe, la réglementation est de plus en plus complexe, de facto, et l'idée du régulateur, c'est vraiment de renforcer la stabilité et la sécurité du système financier. Il y a deux origines, on a cité la pandémie de Covid, et il y a également aussi, pour le secteur financier, la crise de 2008, qui n'était pas une crise, on va dire, opérationnelle, mais ça a introduit l'objectif pour le régulateur de stabiliser le secteur pour que le consommateur ou l'entreprise, le client final, soit le moins impacté. Donc voilà, donc ça va nous amener progressivement sur les deux sujets qui sont DORA et NYDFS. Donc NYDFS Part 500, c'est l'équivalent, on va dire, le pendant américain de la réglementation européenne. Et voilà. Alors, on pourrait passer une journée sur DORA. On n'a pas autant de temps que ça. Donc on va avoir une vue vraiment très générale du sujet. Et voilà. Alors en termes de timing, je pense que vous êtes probablement au courant. Donc c'est un texte qui a été voté l'année dernière, qui va rentrer en application en janvier 2025 et qui s'applique au secteur financier européen dans son ensemble. Donc au secteur financier européen dans son ensemble, ça compte environ 22 000 entreprises qui sont concernées. On parle des banques, des assurances, des sociétés de gestion, des acteurs dans les cryptoactifs. Donc voilà, c'est un sujet qui est très large et qui repose sur 5 piliers qu'on va voir très rapidement ici. Mais l'idée initiale du régulateur, c'était vraiment de passer d'une approche, on va dire, qui était historiquement réactive à une approche très proactive en ce concernant le concept de résilience opérationnelle. Donc historiquement, je disais, l'approche était vraiment concentrée et centrée sur la prévention des risques et la limitation des pertes. Aujourd'hui, le régulateur veut que les acteurs du secteur financier s'orientent vers une approche beaucoup plus large et beaucoup plus proactive qui part du principe que les incidents, qu'ils soient mineurs ou majeurs, vont arriver. On dit souvent dans la cyber que c'est pas l'idée n'est pas de savoir si les incidents vont arriver, mais quand ils vont arriver. Donc voilà, le régulateur est parti du même principe et a instauré un certain nombre de piliers qui sont au nombre de 5. Donc là, il y en a 4 parce que le partage d'informations est partagé ici. Donc 5 piliers. Alors, tout d'abord, il y a un cadre de gestion des risques lié au TIC, aux technologies de l'information et des communications, qui doit couvrir tous les aspects du cycle de vie des TIC, que ce soit de la conception, au développement, au déploiement et à la maintenance et à l'externalisation dans certains cas. Le second pilier concerne une politique de classification des incidents liés au TIC, qui doit permettre d'identifier, d'évaluer, de notifier et de gérer les incidents majeurs liés à ces incidents, en tenant compte de leur impact potentiel sur la continuité des activités, la sécurité des données et même la réputation des entreprises. Enfin, un troisième pilier qui est important, c'est ce qui concerne les tests de résilience. Là, c'est un peu la première fois que le régulateur impose au secteur financier des obligations, on va dire, très techniques et régit comment ces obligations techniques vont être imposées dans le secteur. Donc là, on parle des différentes techniques de pentest, les scans de vulnérabilité, etc. Et donc tout ça est régi et extrêmement très précisé dans le texte. Ensuite, là, c'est la grande révolution, on va dire la grande évolution du texte, c'est l'intégration des prestataires
le régulateur veut définir les critères de sélection, d'évaluation, de surveillance et de contrôle des prestataires. Donc, l'idée est d'imposer au secteur financier de lister l'intégralité des prestataires de ces institutions et de comprendre leur exposition, de comprendre l'impact potentiel en cas de défaillance d'un prestataire. Donc, à travers la réglementation, le régulateur va aussi imposer ce qu'on appelle un registre d'information afin de lister l'ensemble de ces prestataires et bien comprendre de manière très très fine quels sont les impacts potentiels en cas de défaillance d'un de ces prestataires. Enfin, le dernier point qui est un peu intégré ici, c'est sur le partage d'informations. C'est quelque chose qui existe déjà dans le secteur financier, mais qui est géré de manière extrêmement peu harmonieuse, que ce soit en France ou en Europe. Le partage d'informations entre pairs. Il y a toujours des sujets de confidentialité qui sont à aborder. Le texte DORA n'est pas complètement figé jusqu'ici sur ce sujet particulier du partage d'informations. Il y a ce qu'on appelle des ITS et des RTS, et donc c'est des standards techniques qui vont être précisés au courant de l'année. Et vraiment, l'idée du régulateur, c'est d'avoir une communauté d'informations afin de préparer de préparer le secteur à de nouvelles attaques, être au courant que n'importe quoi, si BNP est attaqué sur une manière très particulière, que Société Générale puisse se préparer également sur telle ou telle technique, et etc. etc. Donc ça, voilà, c'est le... donc voilà, globalement, c'est les cinq piliers qui sont poussés par le régulateur. Il y a un principe fondateur aussi qui vient en introduction du texte et qui pour moi est très important, c'est le principe de proportionnalité, ce qui n'est pas forcément le cas dans les différents textes, les différentes régulations qu'il y a aujourd'hui, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens. Le texte DORA commence par le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, ça veut dire que globalement, les entreprises, en fonction de leur taille, en fonction de leur exposition géographique, en fonction des données qu'elles ont à protéger, devront adapter leur système de protection à leur environnement. Et à contrario, le régulateur a également mis un système de proportionnalité sur les sanctions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions proprement dites en disant si vous n'êtes pas compliant avec ceci ou ça sera un pourcentage de chiffre d'affaires. Non, là, il y a un vrai principe de proportionnalité aussi pour les sanctions que le régulateur imposera. Donc on voit assez rapidement qu'à travers ces sujets, à travers ces piliers, les entreprises, le secteur va devoir engager au sens anglo-saxon du terme, toute l'entreprise. On a vu, il y a des sujets organisationnels, donc qui vont évidemment embarquer toute la direction, ce qu'on appelle les CEO Office. Il y a des sujets techniques, avec le sujet des pentests. Donc là, c'est des sujets qui sont évidemment portés par des DSI, qui seront portés par des DSI. Et des sujets people avec des sujets de formation qui sont également imposés aux employés, aux directions du secteur financier. Il y a des sujets juridiques, on l'a dit, de conformité bien évidemment. Les sujets juridiques, par exemple, le régulateur veut jusqu'à même imposer certaines clauses dans la gestion contractuelle des entreprises du secteur financier avec leurs prestataires. Donc voilà, le régulateur va extrêmement loin sur ces sujets. Et ensuite, il y a dans les dernières équipes qui seront intégrées, il y a des sujets de communication. Voilà, il y a des équipes de communication puisque le régulateur va jusqu'à imposer, entre guillemets, de gérer tous les sujets en lien avec la communication de crise. Donc ça, c'est pour DORA. Alors, c'est toujours difficile d'aller aussi vite pour... voilà, mais bon, c'est vrai. So as you can see, this is a topic that we could probably talk all day, but we have 30 minutes. But before I dive into this NYDFS Part 500, I'd like to bring in together a more holistic approach in this because I think Gilles' banking background is very, very much on point when it comes to banking operations, everything that the bank does. But the combined competence I think that we bring here is I think the bigger opportunity and the bigger
way to face this challenge that not only banks will be facing, because at the end of the day, critical services or essential services, it's not just banks. It's a lot of things in our society that if it gets attacked, our way of living and the way we conduct our business, going to shops, going to maybe to your daycare for your kids, going to the hospitals, will be indeed affected, and operational resilience is at the heart of that issue. So although DORA and NYDFS and other frameworks or guidelines, this is specifically for the financial sector, but I foresee that there will be, and there already are, operational resilience frameworks for the other essential services, right? And so to bring this all together for both of our backgrounds, right? From a trust and safety, banks rely on the premise of maintaining trust and safety with its customers. That's why that's paramount for trust and safety. For cybersecurity, it's pretty clear that there's a lot of tech behind this stuff, right, to enable you to detect, monitor, and recover, and also govern all these things. For our concerted experience from transformation and emerging technologies, with the advent of AI is around us already. So how is the emerging technology going to be infused in banking, in healthcare, in all these different essential services? And that skill is very important to also integrate not only in creating legislation, but also in implementing, right? Because projects fail not because of the technology, but because of people are afraid to change. It's the transformation piece, right? DORA and NYDFS is easy, probably, okay, maybe the regulators probably not going to say this wasn't easy to write, but the implementation is probably going to be a lot more difficult. And that's where the transformation piece comes in, right? And along with the transformation piece is really the design thinking. Because if you can't push people's fear forward, this regulation is just going to be in the dumpster somewhere or in a shelf somewhere not being used, right? And that's why, before I dive into this, I really wanted to give you a sense of the holistic sort of applicability of DORA and NYDFS, even though it's just for the financial sector. So now, going into NYDFS, right? So NYDFS was, if I'm not mistaken, I think was written in 2017, but it was amended in November 2023. And these amendments are really a significant step in making it stronger, the operational resilience of the financial industry. So initially, it was just a cybersecurity, governance, management, and some strategies, but they were not accounting for the evolution of cyber threats, the evolution of technology. So they started to add several different modules within NYDFS, and it became more prescriptive. Americans love laissez-faire. We don't want people telling us, do this or that's going to happen. This is exactly that. Do this or that's going to happen. And so this movement of this laissez-faire American attitude to more prescriptive policy is also an indication how important essential services or critical services are to not only that side of the Atlantic, but also on this side of the Atlantic. One of the things is it's created a broader strategy to embed cyber awareness and practices. So you have the training and the awareness, because they want not just awareness, but how do you get senior leadership from awareness to competence? You know how hard it is to get a board member from awareness to competence? That's pretty damn difficult. So because it is really geared at top level, it is a top-down approach versus a down-up approach. And there's certainly advantages and disadvantages to that. But the ramifications and because of the prescriptiveness of this, it's giving a larger emphasis on legal exposure of banks,
or companies in the financial services sector for the possibility of lawsuits, right? And regulation, I think, as we all know, if it doesn't have a sharp teeth, everyone's just going to go around it. And so this is something that they're trying to drill down, right? So the truncation of, so they added cybersecurity incident reporting periods, including the requirements for regulated organizations to report any ransomware payments made within 24 hours of knowing it. That is pretty significant. And I think that is probably very controversial as well. But this requirement ensures that transparency is really at the forefront, and it really creates this facilitation of a more coordinated and timely approach to cyber incidents, which then causes that we, as a ecosystem of financial services or essential services, then can limit and use our ability to impact financial attacks, right? Because if you see Andorra, one of the pillars was intelligence sharing, right? Which is very difficult to do in real life, but I think it is like cybersecurity. I think operational resilience is really a team sport, and we really need to go beyond this. This is my competitive advantage. You get hit, I get your customers. At the end of the day, all the customers are going to go away, right? So NYDFS there's some. Yeah. So going into the comparison before we launch into the landscape, it's like what we say in the US, it's like alphabet soup, but that's regulation soup. Can you imagine you operating in Asia, the US, in the Middle East, in Africa, in Europe? Can you imagine the regulations you have to go for that one payment? You know, if it goes through all that, you have to sort of ameliorate and harmonize all this regulations. And how do you do it, right? So it's like a landmine of lawsuits going on here, and that's one threat, despite the ransomware threat, the cyber threat, right? So we've almost kind of, because of all these regulations, we've created our own threat. So having guidelines, and that's kind of ironic in this operational resilience talk, right? Sorry, I lost my thought. But DORA and NYDFS, they share common objectives and common elements. They both ensure protection and of customer information systems of financial entities, and it also promotes a more robust risk-based and proportionate approach to cybersecurity that is really all about having awareness, accountability, not just with the workers, the operational and tactical levels, but really the guys that go home and with big fat checks, right? The board members, the CEOs, the C-suites, because at the end of the day, if lawsuits happen, they're going to be knocking on those guys' doors. And if they knock on those guys' doors, everything will probably most likely improve down below. So for EU and US firms operating in other jurisdictions, right, compliance with this really requires a harmonized approach that informs both of this. We're just looking at DORA and NYDFS. Can you imagine, I already mentioned this, going through all these things, it's going to be really difficult. So for a firm, it really needs a unified strategy to address the unique challenges and requirements of both regulations while promoting global best practices. So how do we navigate this, right? Let's take it from three different buckets, right? IT security, right?
both regulations emphasize the importance of robust security, harmonized approach, implementation, threat detection, regular security audits. My colleague Gilles mentioned that pen testing and regular audits is a normal thing. Well, NYDFS has mandated that. You need to have pen testers. For all the pen testers out there, you just got more jobs. For financial services and compliance, the focus is really meeting local, regional, and international regulatory and international standards, which then facilitate your doing business, and that really means this becomes part of your value chain. And that is very key. On the digital transformation and resilience side, right, it underscores the resilient sort of building the resilient digital infrastructure that is able to sort of get punched, but then get back up from the punch, right? But it's also looking at what do we have in our company or in our banks, in our financial systems that are redundant? Because the more redundant stuff that we have, that's also a threat to our operations and our resiliency. So it's really looking at what does that mean to be punched, but what does it mean to even get up, right? So navigating this complex, I call it a mosaic or a melange of international, regional, and state cybersecurity, operational resilience, really requires such a collaborative, multifaceted approach. And in our world of geopolitical problems, I think even though we say we want to work together, it looks like we really don't want to work together. And this is trying to bring us together. Ouais, de toute façon, je pense que c'est une excellente conclusion parce qu'il nous reste qu'une minute. We just have 1 minute. Donc non, l'idée c'était vraiment de vous montrer que voilà, il y a une complexité réglementaire qui est croissante. Il y a une obligation pour le secteur financier et même toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, d'intégrer ces sujets réglementaires le plus en amont possible. D'un point de vue juridique évidemment, mais d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue stratégique. Ces sujets doivent être pris en compte, comme on dit, by design, dans tout le cycle de l'entreprise et quels que soient les secteurs d'activité, encore plus spécifiquement pour le secteur financier. Voilà, donc c'était vraiment le message que nous voulions vous faire passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Roméo et Gilles, merci beaucoup pour cette masterclass.